mes joues est revenu vers toi. Merci, il est 20h46. On est bien sûr en direct et touche pas au poste, on sera là bien entendu demain. Bien sûr, on sera là. Ta-ta-ta. Merci d'être là, les chéris, merci d'être aussi nombreux. Et le playboy des Carpates, là. Il est là. Michel Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, il est 8h45. Michel Marie qui est d'origine grecque. Absolument. Eh ouais, comme les yaourts. Référence. Je savais pas. C'est vrai que vous étiez grec. Vous êtes de quelle région de Grèce? Izmir. Izmir. Enfin, mon C'est un super grand-père pote à était moi. d'Izmir. Izmir. Izmir Express. C'est en Turquie maintenant, mais c'était avant. Mais ouais, c'est vrai que c'est en Turquie territoire maintenant. grec, Ah ouais. dans les années 14. Sinon, tu vas où maintenant en Grèce là? Je ne vais pas en Grèce. Pourquoi? Bah, que, je vais pas en Grèce. Pourquoi tu vas pas en Grèce? T'es grec. Bah oui, mais. Je bouge relativement peu, en fait. Ah ouais, comme moi. ouf. Comme elle bouge pas, elle. Non, il a fait la tête du mec qui est très gêné, qui veut pas du tout dire qu'il y a aucun bail, qui a mis une topor à la meuf et qui fait un sourire comme ça. Merci en tout cas, merci d'être là. Et sachez que le cachemire vous va très bien. Merci. Vous aimez bien ça maintenant, c'est votre nouveau style là. J'aime bien le cachemire. Ouais, je sais. Dandy chic. Ouais, c'est un dandy chic. Hein. Et la coupe en arrière et tout, c'est le Claude Barzotti des années 2000. Merci Michel. Alors, on va le samedi dernier dans le 8e arrondissement de Paris, sur la célèbre avenue Montaigne, il y a un braquage qui a eu lieu. On a des nouvelles infos. C'est surtout qu'on se posait deux questions qui me semblaient... Bravo, c'est vrai. Comment ils sont rentrés, comment ils sont sortis. Voilà, deux questions fondamentales. C'était le mode opératoire. On a évoqué un SAS, un vigile. Donc ça m'a intrigué. Puis j'aime pas quand on se pose une question, pas trouver la réponse. Ouais, donc j'ai trouvé la réponse. Non, comment vous avez fait? Je le garderai pour moi, mais j'ai trouvé la réponse. Alors allez-y. Alors, c'est extrêmement simple. D'abord, il n'y a pas de SAS. Il y a un gardien, il y a un vigile, mais qui a l'ordre de ne pas intervenir en cas de braquage. Or là, on voit des mecs arriver avec des kalachnikovs. Donc le vigile reste Calme. sans bouger. De marbre. Dès qu'il peut, il a un bouton sur lequel il appuie pour alerter la police. Donc ça, c'est le premier point. Le vigile, il y en avait un, mais pas armé. Et puis de toute façon, face à 4 ou 5 mecs armés de Kalachnikov, il faut être suicidaire pour aller jeter dedans. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de sas, c'est-à-dire pas de double sas. C'est vrai, t'as raison. Ouais, il n'y a pas de double sas, Une c'est porte, juste en fait, t'arrives une direct. porte. Et alors la technique, Allez. c'est la 4e fois qu'elle est utilisée en France, et chez Chanel et chez Bulgari. Ils mettent une rampe à un endroit précis au niveau du bas de la porte, avec une cale en bois, une rampe comme pour monter une moto, par exemple, sur une remorque. Et il faut taper à un endroit précis, un petit coup sec avec la roue avant du scooter ou de la moto. Et ça déverrouille le système de fermeture. Et la porte s'ouvre. Ça fait 4 fois que ça se produit. Putain, c'est ouf. Et à partir de là, l'avantage, c'est que la moto est utilisable, c'est-à-dire ça ne tord pas la fourche ou ça voile pas la roue, parce qu'il ne faut pas rentrer comme un dingue, parce que la glace est blindée, elle. D'accord. Donc si vous rentrez même à 100 km/h dans le truc, à part vous tuer, c'est tout ce que vous allez faire, Ouais. mais vous n'ouvrirez pas la porte. Donc il y a un système, donc je pense qu'il y a quand même une complicité, Faut être au courant. quelqu'un qui a travaillé chez le fabricant, qui a balancé le tuyau, et en tapant à un endroit très précis, la porte s'ouvre, ça explose le système de fermeture. Donc voilà, ça c'était un point question qu'on se posait. Le vigile a eu le temps d'appeler les flics. Et c'est d'ailleurs ces mêmes policiers qui se sont retrouvés face à face avec les braqueurs à la sortie, qui ont essayé de les poursuivre, mais qui se sont fait braquer et qui ont perdu finalement les braqueurs. Et le deuxième point, c'était le montant du butin et son parcours. Alors le montant, on ne l'a toujours pas, c'est plusieurs millions d'euros, mais c'est vraiment très fluctuant. Ce que l'on sait, ce que l'on me dit dans cette affaire, c'est que généralement, il y a deux filières. Il y a une filière à Anvers et une filière à Dubaï. Ah ouais. Les bijoux partent immédiatement. Ils sont déjà arrivés là-bas, ou à Anvers, ou à Dubaï, ou peut-être aux deux. Et là, ils sont entièrement démontés. Il faut savoir que la pierre et l'or, une fois, enfin la pierre sortie et l'or fondu, ça représente 10 ou 20% de la valeur marchande du truc. Mais en l'état, ils sont invendables. Oui.
Donc il faut les retravailler, les refabriquer. Et la valeur de ces bijoux, à l'origine, c'est celui qui les a faits, c'est celui qui les a travaillés. Donc à part pour les montres, ils ont des combines pour réimmatriculer des montres de valeur, sur les bijoux, ils prennent plus de risques et une perte de temps et c'est pas très rentable. Voilà, c'était les deux informations que j'avais. Elle a rouvert la boutique Non. ou pas du tout? Non. Pas à ma connaissance. Non, je suis mais- passé devant tout à l'heure. ouais. Oui, oui. C'est ouf. Hein. Tout est fermé, tout est clos. En revanche, j'ai vu 2 camions blindés rentrer derrière dans la cour, parce que juste derrière, il y a une cour, il y a 2 gros camions qui sont rentrés. On pourrait approvisionner peut-être. À mon avis, oui. Mais ce qui est curieux quand même, il faut préciser, c'est qu'à 20 mètres de là, un peu plus haut dans la même rue, il y a un poste de police quand même. Hein. Oui, Ça, c'est incroyable. C'est fou. À l'angle, juste à Oui, l'angle. c'est le commissariat à l'angle. C'est incroyable. Hein. Ouais, c'est exactement, t'as raison. Bah oui. T'as raison. Un homme tue son ex-compagne enceinte 1 mois après une condamnation pour violence conjugale. C'est vraiment ça. Mulhouse. Ça, c'est insupportable encore. On entend des... Oui, alors ça s'est passé à Mulhouse vendredi 17 mai à 22h30. En fait, cet homme, c'est un couple qui était ensemble depuis 4 ans. Ils avaient une petite fille de 22 mois ensemble. Lui, l'auteur, se prénomme Johan et la victime, Nadège. Nadège était ambulancière, elle a 33 ans. Elle est victime à 2 reprises de violences conjugales. Elle dépose 5 plaintes. Il est jugé à 2 reprises, une fois à 10 mois avec un sursis probatoire et une autre fois plus récemment, donc en avril 2024, à 18 mois, dont 10 avec un sursis probatoire et 8 aménageables en bracelet électronique. Et donc obligation ou interdiction plutôt de s'approcher de cette femme. Il va vivre dans le Nord sous contrôle judiciaire et en fait il ne respectera pas ce contrôle judiciaire puisque vendredi dernier, il va, a priori elle était prévenue, la rencontrer pour avoir une explication avec elle au sujet de l'avenir de l'enfant de 22 mois qu'ils ont eu ensemble et qui est placé judiciairement. Et les choses dégénèrent à plusieurs reprises dans cette journée. Ça commence dans un parking où il la frappe, la jette au sol, lui met des coups de pied. Je précise qu'elle est enceinte de 19 semaines. C'est peut-être probablement l'origine de leur dispute. Ensuite, la police est prévenue. Elle va être hospitalisée. Elle sort de l'hôpital et alors là, je ne sais pas par quel miracle, elle le retrouve. On la retrouve dans la voiture de Johan. Alors, est-ce qu'il l'attendait à la sortie de l'hôpital? Est-ce qu'elle l'a appelé? Est-ce qu'ils se sont croisés par hasard? J'en sais rien. Toujours est-il qu'elle remonte dans le véhicule. Ils continuent à se disputer dans le véhicule. Et à un moment donné, il s'arrête. On est à Riedisheim, c'est la banlieue de Mulhouse. Il la jette de la voiture. Voiture arrêtée, il ouvre la portière, il la pousse dehors. Il démarre, il fait quelques mètres, il stoppe. Il fait une marche arrière et il la percute de plein fouet. Et là, elle a une fracture du crâne, elle va décéder malheureusement de ses blessures. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il prend la fuite et il va revenir sur les lieux du drame, alors qu'il y a un cordon de sécurité de police, et il va forcer le cordon de sécurité de police, donc se livrer en fait inconsciemment prisonnier, parce qu'évidemment, il est reconnu et interpellé, et là, ce coup-ci, il est en prison. C'est d'abord ici. Je voudrais qu'on parle, on va revenir sur ce dossier Mohamed Amra, hein, bien entendu, la mouche qui n'a toujours pas été retrouvée. Hein. Non. C'est un truc de fou. Et on va revenir sur les infos d'aujourd'hui. On a des révélations incroyables et exclusives à vous faire, puisqu'on a eu un ancien codétenu qui était avec Mohamed Amra. On l'a eu au téléphone, c'est une exclusivité qui va nous donner des informations, puisqu'il y a de nombreuses informations qui sont sorties, puisqu'il y a des sonores qui sont sortis de Mohamed Amra qui disent énormément de choses, et après on écoutera les nouvelles révélations faites par ce codétenu. Mais qu'est-ce qui est dit ? Alors, on découvre que Mohamed Amra, en fait, je l'avais dit à l'occasion sur ce plateau 1 ou 2 fois, a totalement été sous-évalué, sous-estimé, à la fois par les services de l'administration pénitentiaire que par les services de police. En fait, c'est un caïd. C'est un véritable caïd, c'est un véritable chef de bande. Il a une armée à sa disposition. D'ailleurs, on a vu les images. On sait maintenant qu'il y a eu des écoutes téléphoniques, plus exactement des écoutes dans sa cellule. Il y a un service de police très particulier qui se charge de sonoriser
soit des appartements, soit des véhicules, soit évidemment des cellules, tout ça sous l'autorité judiciaire. Et ça a été fait dans le cadre de l'enquête d'un enlèvement, séquestration suivi de meurtre qui s'est passé à Marseille et où la police soupçonnait Mohamed Amra d'être le commanditaire de ce crime, alors qu'il était déjà incarcéré. Et donc, pour confirmer leurs soupçons, les policiers ont fait installer un système d'écoute dans la cellule, une sonorisation dans la cellule de Mohamed Amra. Et là, on découvre des choses absolument extraordinaires. Il gère un trafic de stupes, il menace au téléphone des gens qui ne veulent pas payer un parcours de cam. Il est en visioconférence sur des récupérations d'armes, en disant surtout, attention, si vous allez au Carrefour, il y a les flics, comme s'il avait des informateurs. Enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Et on découvre que du fond de sa cellule, il se fait livrer comme il veut et quand il veut à manger par des livreurs, ce qu'on appelle des jeteurs. C'est des gens qui sont spécialisés pour envoyer au bon endroit le paquet. Il a, je crois qu'on a arrêté 9 téléphones portables, on a intercepté 9 téléphones portables sur une période de quelques mois entre janvier et mai. Ce type est un chef d'orchestre, on découvre qu'il a donc une armée, et notamment des Marseillais, et qu'il est impliqué dans plein d'affaires criminelles. Alors, justement, on a, avant de parler de l'animateur Coé placé en garde à vue, toutes les informations, on a toutes les informations sur cette affaire. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe actuellement, vous allez voir, on va vous raconter ça dans un instant. On a pu enregistrer avant ça des audios d'un ancien co-détenu de Mohamed Amra, alias Lamouche. Il était avec lui en prison, ils communiquaient énormément ensemble. On lui a demandé quelle image avait Mohamed Amra, donc Lamouche, au sein de la prison, et si c'était une personne qui avait l'air menaçante. Écoutez ce qu'il dit. Je vais dire, il n'avait pas de réputation, c'était quelqu'un de simple et normal, assez calme, assez discret, qui se faisait pas trop remarquer ou qui cherchait pas trop les problèmes. C'est que c'était quelqu'un déjà par son gabarit, il faisait vraiment pas peur, il était petit, et puis c'était quelqu'un de gentil, respectueux, c'était pas quelqu'un de méchant qui cherchait les problèmes. On lui demande s'il pensait qu'il aurait été capable de se tenter de s'évader et d'être accusé de meurtre. Regardez ce que dit ce co-détenu qui était avec lui. En fait, moi, quand je l'ai connu, à la base, il était incarcéré pour une histoire de recel ou de vol. Et moi, il me disait que c'était une histoire bidon, qu'il allait sortir au bout de quelques mois. Puis au final, il s'est retrouvé dans une histoire de meurtre à Marseille, j'ai appris. Pour moi, je ne pensais pas qu'il allait s'évader ou qu'il était capable de faire ce genre de truc. Ça m'a vraiment, mais vraiment surpris. Du coup, Mohamed Amra a-t-il pu être embrigadé ou manipulé? Il nous répond. C'est peut-être possible. Hein. C'est possible qu'il soit embrigadé, c'est possible qu'il a la tête de tout ça. Il y a plusieurs questions. En tout cas, il a bien qu'à se changer. Gilles. On découvre également qu'il cherchait à acheter, commander pour 6 000 € des fusils mitrailleurs. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui préparait peut-être sa sortie ou c'est une info très importante. Qui commençait. Voilà, il avait demandé précisément que ça tire en rafale et c'est des fusils d'assaut qui ressemblent, je ne fais pas de lien, mais qui ressemblent à ceux utilisés par le commando au moment de son évasion. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment tout préparé. Il y a même un magistrat qui en octobre 2023 parle de clan Amra, composé de 20 personnes. Donc il cachait vraiment bien son jeu parce que personne ne soupçonnait sa dangerosité en fait. 20 personnes, c'est énorme. Je t'apporte une petite précision. 6 000 € pièce. Oui, pièce, oui. Oui. Il avait commandé pour 6 000 € d'armes. En fait, c'est 6 000 € la Kalachnikov. C'est le fusil mitrailleur. Il allait même sur des sites de rencontres pour tenter de rencontrer les gens. Voilà, alors heureusement, l'administration pénitentiaire lui avait refusé 4 jeunes femmes qui devaient venir pour... Ces écoutes téléphoniques, est-ce qu'elles sont avérées, c'est sûr, Ah oui, elles sont dans le dossier, et de sources. C'est extrêmement sérieux. Oui, de sources sûres. D'accord, il n'y a pas de. Voilà. Non, là, on découvre un profil terrifiant en réalité, où il dispose de voitures volées, de box à sa disposition. Il a des liens très serrés avec une équipe du même acabit que la sienne à Marseille, qu'on appelle l'équipe des Blacks. Donc à eux deux, ces deux équipes, ça constitue quand même, c'est un clan de guerre, quoi. C'est des gens extrêmement puissants, extrêmement dangereux. Ils me font penser à ces voyous des années 80-90 qu'on avait à l'époque, qui étaient extrêmement bien structurés. Et j'ai un peu le sentiment que Amra fait partie maintenant du très grand banditisme.
Alors, il y a une autre information qui est sortie. Alors, on va la traiter plus longuement demain. Ça concerne l'acteur Édouard Baird. Violence sexuelle, 6 femmes témoignent contre Édouard Baird dans une enquête conjointe de Mediapart et le magazine Chic. 6 femmes décrivent des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. On en parlera demain plus amplement puisqu'on aura énormément d'informations demain puisqu'on est en train d'enquêter là-dessus. Gilles, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, il y a eu 6 femmes qui ont témoigné. Absolument, qui témoignent. Alors, il n'y aurait, je mets le conditionnel, pas de plainte. Une a hésité à déposer une main courante, elle ne l'aurait pas fait. Des femmes assez jeunes, rencontrées dans des situations professionnelles de vulnérabilité. Donc voilà, ce sont des témoignages effectivement forts et très à charge. Elle lui reproche quoi ? Elle lui reproche alors des attouchements. On ira plus loin dans le dossier demain, mais... Des attouchements, globalement. Des forcés, des attouchements et du harcèlement téléphonique. Voilà, oui. D'accord. C'est agression sexuelle et harcèlement. Les 6 femmes ont des témoignages concordants. Concordants, profil un peu similaire, effectivement, rencontrés dans le milieu professionnel, notamment autour de la radio. Voilà, donc à voir, mais les témoignages sont assez forts et se ressemblent. D'accord. On suivra bien sûr ce dossier demain. On fera une longue page là-dessus, bien entendu. On va parler de Sébastien Coé maintenant, qui a été placé en garde à vue. Pour rappel, l'animateur est visé par 5 plaintes pour viol et agression sexuelle. Il y a eu donc 5 plaintes. On va le redire aux téléspectateurs, parce que on va parler de la garde à vue et de toutes les infos qu'on a, parce que c'est assez incroyable ce qui se passe. Gilles, donc il y a 5 plaintes. Oui, depuis novembre, il y a 5 plaintes. Donc il y a des plaintes pour viol sur mineurs et viol et agression sexuelle. Donc les plaintes se sont accumulées. Ce qui s'est passé, c'est que dans le cadre de l'enquête préliminaire, les plaignantes ont été entendues par la brigade des mineurs. Brigade des mineurs parce que comme une des plaignantes au moins était mineure, c'est cette brigade-là qui s'en occupe. Les auditions ont eu lieu petit à petit. Il y a eu des auditions notamment de plusieurs heures d'une plaignante au mois d'avril. Et lors de ces auditions, les plaignantes ont montré leur téléphone, montré des documents, ont été interrogées. Voilà. Et là, hier matin, Sébastien Coé s'est rendu à la brigade des mineurs et il a été placé en garde à vue. Alors, on a énormément d'informations là-dessus. Donc, Sébastien Coé, est-ce qu'il savait qu'il devait être... qu'il était convoqué depuis longtemps ? Il était convoqué depuis un petit moment, il est allé et puis il a été placé assez rapidement en garde à vue. Alors, selon ses avocats, il s'est rendu librement et à sa demande D'accord. Pour être interrogé. Sans ses avocats. Voilà, et répondre à toutes les questions posées. Voilà, c'était l'idée. On va revenir là-dessus parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites. On va vous dire tout ça, on va vous donner toutes les infos. La brigade des mineurs donc, qui s'occupe de cette affaire, puisqu'il y aurait une mineure. Oui, au moins une. Au moins une. Alors, selon nos informations, Cyril, au moins une. Je ne vais pas aller plus loin, mais au moins une. Y en a-t-il d'autres? On ne sait pas, mais à partir du moment où il y en a une, c'est cette brigade-là qui enquête et qui cloisonne vraiment les enquêtes. Alors, Michel Marie, quelles sont les informations qu'on a? Les informations, c'est qu'il est placé effectivement en garde à vue. Il y est depuis quand, cette garde? Depuis hier matin, 8h. Depuis hier matin, 8h, il est convoqué. Il y a encore? Oui, il y a encore. Et il a été convoqué hier matin, 8h. Il a été convoqué hier matin, 8h. Je pense qu'il ne s'attendait pas à être placé en garde à vue. Il pensait avoir à rendre... Enfin, il avait d'ailleurs demandé, souhaité s'expliquer. Et il imaginait, dans sa candeur naïve, il imaginait qu'il allait être reçu par les policiers et qu'il allait répondre aux questions qu'on se posait. En réalité, Gilles l'a résumé un peu rapidement. Il y a effectivement une enquête depuis un moment où toutes les victimes, enfin toutes les plaignantes, pardon, ont été entendues, ont donné de nombreux détails. Et les policiers de la brigade des mineurs ont attendu la fin, donc c'est une règle de procédure en fait. On entend les plaignantes et une fois qu'on a réuni toutes les, entre guillemets, charges qu'on a contre lui, et là en l'occurrence il n'y en a pas beaucoup, enfin, il n'y en a même pas d'ailleurs, on l'entend, on le convoque, on le place en garde à vue. Et on lui pose un certain nombre de questions. C'est pas un moment très agréable à vivre. Alors, le problème, à ma connaissance, il s'agit d'abord de faits très anciens, qui remontent ça commence en 1990. La première, on a une affaire en 90 qui est prescrite. Ensuite, il y a des faits qu'on lui reproche qui sont anciens. Mais
La vraie question qu'on se pose, Michel Marie, c'est il arrive en garde à vue hier, il y est encore aujourd'hui. Est-ce que c'est bon signe ou pas? C'est la vraie question qu'on se pose et qu'on a envie de savoir. C'est pas très bon signe. Ce qui n'est pas très bon signe, c'est qu'il est confronté effectivement à plusieurs déclarations. Alors, une des plaintes serait prescrite, mais d'autres qui concernent des mineurs ne le seraient pas. Pas des mineurs, une mineure. Au moins une, Michel, au moins une mineure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il doit répondre à des questions extrêmement précises parce que lors des auditions, les plaignantes qui ont été interrogées ont donné des détails extrêmement précis et très nombreux. Ouais. Je vous donne un exemple sans rentrer dans cette affaire. Quand vous êtes auditionné pour une telle affaire, vous savez, une des plaignantes, par exemple, a dit « j'ai rencontré Coé à tel endroit ». Eh bien, on lui fait dessiner. On lui fait raconter la scène, on lui dit à quelle heure c'était, comment ça s'est passé. Donc c'est très précis et ça peut durer plusieurs heures. Donc Sébastien Coëlla est confronté à ces auditions et on va lui dire regardez à cette heure-là, que s'est-il passé. Donc c'est vrai que c'est très détaillé, on ne connaît pas l'issue, mais les questions sont très serrées. La brigade des mineurs pose des questions. C'est pas le Club Med, oui, ça on est d'accord. Mais est-ce que c'est normal qu'il reste? Parce que oui, tout à fait. Oui. C'est normal donc qu'il reste aussi longtemps. Oui, c'est normal. D'accord. C'est normal, il y a 5 plaintes. S'affoler. Comment? Il n'y a pas de quoi s'affoler. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Je pense qu'à l'issue de cette garde à vue, il sera probablement déféré devant un juge, qui est le juge qui gère le dossier. Mais ça... Et Gilles, vous n'êtes pas d'accord? Vous pensez que c'est plus compliqué? Je pense que c'est un peu plus compliqué, mais je peux me tromper. Puis là, c'est en cours. Mais je pense effectivement qu'il y a des accusations assez précises. Mais je ne préjuge de rien. Et ce qu'il faut préciser quand même, Cyril, c'est que lui-même a porté plainte. Hein. Exactement. Vous savez qu'il a porté plainte pour cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion de fonds. Et d'ailleurs, ses avocats et lui se sont étonnés du fait que cette plainte ne soit pas instruite, que ça aille très doucement. Ils disent que, au contraire, l'affaire, les faits reprochés à Coé, on instruit vite, alors que sa plainte à lui, elle est un peu... Moi, j'ai une info également, c'est que sa compagne a été entendue hier. Oui, également. sa compagne a été entendue. Avec des questions extrêmement précises, oui. Sachez-le. D'après mes infos, on leur a même demandé des questions extrêmement intimes. Bien sûr, mais c'est normal. À sa femme. Oui, c'est vrai. Ça doit être un moment très difficile pour elle. Des questions intimes, même au niveau de leur relation sexuelle, intime. Elle est interrogée pendant 4 heures. Elle a été interrogée pendant 4 heures, exactement. Il faut le dire, hein, je sais pas moi de le dire. Bah oui, voilà, Gilles et donc voilà. Donc, et c'est vrai que on lui a posé des questions et là aussi, c'est normal. extrêmement intimes. Et c'est vrai que pour elle, ça doit être quand même un moment compliqué. C'était ce qui t'est passé. On est d'accord que c'est un moment compliqué. Non, mais on n'est pas là pour faire des commentaires. C'est quoi les infos sur cette garde à vue sur l'audition de sa femme, s'il vous plaît? Ils veulent tout savoir, tout savoir. L'intimité, comment ça se passait dans le couple, où étiez-vous à tel moment, le connaissiez-vous, est-ce que vous pensez que sa personnalité peut faire que... C'est une rafale de questions. Ça dure 4 heures et vous êtes saoulés de questions. Et le but de la brigade des mineurs... Mais c'est très dur de déballer sa vie sexuelle. Rappelez-vous, Marie Habitant, on avait convoqué toutes ses ex-amies pour savoir précisément comment... C'est très compliqué, très... Pas pareil, c'est sa femme, là, c'est pas pareil. C'est très lourd, c'est très compliqué. On avait convoqué toutes ses ex-amies. Oui, ses ex-amies, c'est pas pareil que sa femme avec tous les jours. Devant sa compagne actuelle, c'est pas évident. Le problème, c'est que... sur cette affaire. D'une part, on l'interroge, elle, sur sa vie intime, et en même temps, elle comprend que son mari lui a peut-être pas été très fidèle. Donc ça fait un peu la double peine. Oui, et pourquoi vous dites ça préjuge de rien, bien sûr, mais pourquoi il n'est pas en témoin libre, mais plutôt en garde à vue? C'est-à-dire ça. Est-ce que ça veut dire quelque chose de la part du procureur? Est-ce qu'il est en garde à vue ou en témoin libre? Non, il est en garde à vue, ça c'est indiscutable. Il est en garde à vue parce qu'il y a 5 plaintes, c'est la procédure. Et c'est d'ailleurs pas forcément la police qui décide, c'est le parquet. En disant vous me le placez en garde à vue et voilà toutes les questions. Il le savait en y allant qu'il allait être en garde à vue? Non. Vous croyez qu'il allait juste être entendu? Oui, à la limite, il se réjouissait de pouvoir enfin répondre aux questions. C'est ce que dit l'avocat, parce qu'il demandait, lui, à être, pas confronté, mais à répondre aux questions. Donc, il est venu pour répondre aux questions, et puis on lui a sorti, effectivement, entre guillemets, des accusations de plaignantes précises. Donc, il s'est retrouvé en garde à vue. Ce que je tiens à dire... Et le parquet ne commente pas. Le parquet est extrêmement discret sur l'affaire. Ce que je tiens à dire dans cette histoire, c'est que, d'après mes sources, et elles ne sont pas trop mauvaises, on est sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que il y a une intimité entre, comme souvent d'ailleurs, entre le suspect, enfin l'auteur présumé et les victimes. Ils se connaissent
Ils ont échangé par téléphone, des photos, des échanges, etc. Donc, on n'a pas dans ce dossier, à ma connaissance, de preuves d'éléments objectifs, à la fois parce que ce sont des faits anciens et puis c'est parce que les deux se connaissaient, si vous voulez, victime, enfin plaignante et auteur présumé, merci. Donc, c'est vraiment les dossiers les plus compliqués. C'est quoi votre info alors? Je viens de vous le dire. C'est quoi? C'est que c'est pas clair. C'est que c'est pas clair. Et c'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on interroge. C'est-à-dire que les policiers veulent être persuadés de ne pas passer à côté, de ne pas faire une erreur. Donc pour vous, c'est normal qu'il reste aussi longtemps? Tout à fait. Regardez, c'est ça C'est pas agréable, mais c'est comme ça. Votre info, c'est ça? Oui, enfin, entre autres. Entre autres. Non, donc pour vous n'êtes pas d'accord avec Gilles Verdez, c'est pas dramatique qu'il soit encore en garde à vue. Pour lui, de toute façon, là, la garde à vue, elle va se terminer demain 8h. Demain matin, 8h, il va être très probablement déféré. Et si la garde à vue est prolongée, est-ce que c'est grave? Elle est prolongée de 24 heures en 24 heures. Au bout de 24 heures, ils n'avaient pas eu assez de temps pour lui poser toutes les questions qu'ils voulaient lui poser. C'est ça, donc il n'y a pas de drame. Non, il n'y a pas de drame. Oui. Ce qui est important, c'est que c'est la brigade des mineurs qui l'a mis en garde à vue. Oui. Donc ça ne concerne pas les autres dossiers. Si. Ce n'est que les décisions. C'est mieux que toi, c'est Michel Marie. Excuse-moi. Non. Il suffit, d'ailleurs, Gilles l'a dit tout à l'heure, et il a raison. Bien sûr. À partir du moment où, oui, là, je pense que oui. Avec toute l'affection que je te parle. Mais Franchement, faire un. si on a une victime mineure et 5 majeurs, c'est la brigade des mineurs qui s'en occupe. Sur Anouchka Delon et elle laisse les professionnels faire sur les affaires importantes. Merci Michel Marie. Merci Michel Marie. Un bonbon. Un bonbon, voilà. Merci Michel Marie. D'autres choses? Une autre connerie à dire? Je peux en trouver une. Si Non, vous tu en voulez. trouveras une chez toi. dépêche-toi. Merci.